La présence de la capucine à la maison date des années 1970. Elle s'est répandue à sa guise et nous la retrouvons partout dans le jardin, même dans les pots de fleurs. Durant la belle saison, j'y vois la pyrite du chou. A priori, la capucine n'a pas grand-chose à voir avec le chou. Mais elles ont un point commun. La chimie nous informe de la présence d'isocyanate chez les deux plantes, substance particulière qui se révèle par l'odeur nauséabonde du chou qui cuit. Notre pyride, au sens olfactif très développé, ne s'y trompe pas. Elle y confie sa progéniture et nous l'appelons pyrite de la capucine. Les œufs, identiques à ceux de la pyrite du chou, ne dépassent guère le millimètre. Leurs enveloppes finement ciselées facilitent la sortie de la chétive larve. Comme chez beaucoup d'insectes, ce sera leur premier repas. Pas de différence notable entre les chenilles qui vivent sur le chou et celles que l'on trouve sur la capucine. Elles ont le même solide appétit et elles sont parasitées par le même hyménoptère braconidé que nous appelons Apantholes glomeratus. La femelle de ce parasite pond ses œufs dans le corps de la chenille. Sa progéniture, après s'en être repue, s'extrait de la malheureuse et se met aussitôt en cocon. Étonnamment, la chenille ne semble guère en souffrir. Mais ce n'est qu'une apparence. Elle ne tardera pas à rendre l'âme, pour peu qu'elle en ait une. Les minuscules guêpes s'accouplent à peine sorties de leur cocon. Pour celles qui ont échappé à ce triste sort, la transformation en chrysalide s'impose. Les chenilles ne s'alimentent plus et s'immobilisent. Elles tendent un fil qui leur sert de ceinture de sécurité, puis se fixent sur un patin de soie avec leur crochet situé à l'extrémité de l'abdomen. Notons que si cette chrysalide ressemble à celle du pont du jour, elle se positionne en sens inverse, soit les crochets en bas. Ce fil tendu facilite cette opération et lui évite une chute fatale, comme il arrive parfois au pont du jour. Pourquoi la pyride a hérité de cette procédure judicieuse, tandis que la chrysalide du pont du jour doit exécuter cette périlleuse acrobatie? Avec des conditions climatiques favorables, une semaine suffira pour que le papillon voie le jour. L'automne approchant, les chenilles sont confrontées à des voisins envahissants qui se sont invités à leur table. Je cite les pucerons. Leur appétit insatiable affaiblit la capucine, et les feuilles se font rares pour alimenter les chenilles retardataires. Maigrelettes, mais pressées par l'arrivée des mauvais jours, elles vont malgré tout se transformer en chrysalides. Les papillons issus de cette génération seront de petite taille. Les pucerons, si la température est clémente, donnent la vie directement à des petits identiques aux adultes, et cela sans la participation des mâles. Que de temps gagné, mais cela n'arrange pas les affaires des chenilles nées tardivement.
Moins d'une heure après leur naissance, ces êtres minuscules deviennent des pompes aspirantes qui travaillent sans relâche. À l'expulsion, pas de pétrole, mais un miella très apprécié des fourmis. À la fin du mois d'octobre, plus de pucerons, et les papillons ont trouvé leur retraite pour passer l'hiver. De la capucine au romarin, il n'y a qu'un pas, enfin, dans notre jardin, car si celle-ci est originaire d'Amérique du Sud, le romarin nous arrive des régions méditerranéennes. C'est une plante aromatique de la famille des labiers qui affectionne le soleil. Une chrysomèle originaire du bassin méditerranéen, présente en France méridionale depuis longtemps, a migré en région parisienne durant les années 1980. Nous l'appelons la Chrysolina americana. Sa larve passe souvent inaperçue. Elle se nourrit des feuilles coriaces et fortes en goût du romarin et de la lavande. Les larves migrent dans le sol pour se transformer en adultes. Il en ressort de véritables petits bijoux. La ligne mordorée de leurs élytres évoque leur cousin dorifort, mais ce dernier, d'origine américaine, a ses élytres jaunes lignés de traits noirs. Malgré les petites misères qu'elles infligent à mon romarin, je les protège, pour le plaisir des yeux. Autre invité du romarin, la cicadelle. Je la trouve sur l'astère, le rumex et l'ortie. À l'état larvaire, sa présence est trahie par ses rejets liquides qui ressemblent à un crachat. D'ailleurs, ne l'appelle-t-on pas crachat de coucou? De l'ordre des homoptères, nous l'appelons la phylène spumeuse. En insufflant des petites bulles d'air dans ce liquide sirupeux, elle se tricote un manteau qui la protège de la sécheresse et des prédateurs éventuels. Si il arrive à notre larve de quitter son abri spumeux, ce dernier, laissé à l'abandon, dégouline en perles de rosée. Notre larve devient un adulte ailé, muni de 3 paires de pattes trapues et épineuses, qui lui permettent d'effectuer des sauts impressionnants. Une tête avec 2 gros yeux rouges et un rostre lui confère le faciès d'une cigale. Tournons le dos au romarin et faisons face à l'épine vinette, ou Berberis pour les botanistes. Son origine est partagée entre la Chine, le Chili et l'Europe. Il en existe plusieurs variétés, dont celle-ci, sélectionnée pour ses feuilles pourpres décoratives. Souvent, des mouches aux reflets bleus métalliques y volent durant les premiers jours du printemps. Je me suis penché sur elles pour les identifier. En consultant les souvenirs entomologiques de Fabre, j'appris qu'il s'agissait d'hyménoptères appelés tentraides ou mouches à scie, et que ces vols répétés auxquels j'assistais aux premiers jours de la belle saison étaient justifiés par des mâles qui attendaient la sortie des femelles encore enfouies dans le sol, à l'intérieur de leur cocon. À la sortie de ces dernières, qui se font toujours attendre, des couples se forment et, sans prélude nuptial sophistiqué, les accouplements ont lieu.
Suite logique, les femelles pondent des œufs. Leur organe de ponte est muni de dents, comme une lame de scie. Voilà pourquoi nous la surnommons mouche à scie. Au terme de quelques jours, les larves s'extraient de leurs enveloppes. Elles sont si petites qu'il faut une bonne loupe pour les observer. Sa ressemblance avec la chenille du papillon est troublante, mais son corps est coudé et n'a pas de fausses pattes. Leur point commun, elles passent leur temps à s'alimenter et sont convoitées par de nombreux prédateurs. Quant à l'adulte étourdi, sa vie s'achève parfois entre les chélicères de l'araignée. Avant les premiers froids, les larves arrivées à maturité recherchent activement l'emplacement favorable pour s'enfoncer dans la terre. Le lendemain, si nous fouillons le sol avec précaution, nous trouvons à une dizaine de centimètres de profondeur un cocon finement brodé. C'est le berceau de la future tentraide qui lui permettra de passer la saison froide en chrysalide et de réapparaître en adulte ailé au printemps. À côté de l'épine vinette, repousse chaque année l'asclépiade commune. Cette plante originaire d'Amérique du Sud produit des fleurs très appréciées des abeilles et des bourdons. Les gousses qui contiennent ces graines rappellent le profil de perruche et lui ont valu son surnom commun d'arbre à perruche. Cette plante s'est acclimatée en Europe méridionale en passant par l'Amérique du Nord. Elle produit une sève blanche toxique proche du latex. Nous imaginons que la composition de ce lait doit éloigner tout insecte piqueur suceur. Pas du tout. Des pucerons jaunes, l'Aphis pommi, s'y abreuvent et n'ont pas l'air d'avoir des problèmes de foie. Des pucerons noirs les rejoignent et participent au festin. Certains ont l'air d'y pratiquer des acrobaties, d'autres des haltères. Tout ce petit monde inocule par ses piqûres des bactéries, des virus, et leur déjection sucrée favorise le développement de moisissures, la fumagine en particulier. Leur rejet mielleux attire une foule d'insectes.
Les guêpes, enivrées par ce nectar, ne pensent même plus à se jeter sur les mouches, le repas de prédilection pour leur progéniture. Il paraît que l'arbre à perruche se remet bien de toutes ses ponctions. Je ne le confirme pas, et sans une intervention drastique, il aurait péri bien avant l'automne. Autre parasite de nos plantes méridionales, la cochenille de l'olivier. Si le mâle ressemble à un puceron ailé, la femelle, protégée par un bouclier cireux d'environ 4 mm de diamètre, passe inaperçue. En observant l'intérieur de ce drôle de casque, qui s'imaginerait qu'il y ait de la vie là-dedans? Seule la présence d'œufs à peine visibles à l'œil nu révèle l'existence d'une pondeuse. Comme pour l'arbre à perruche, sans l'élimination de ces parasites, notre olivier épuisé y aurait perdu ses feuilles. Exclure les herbicides et les insecticides de son jardin, en voilà une drôle d'idée. Un haussement d'épaule accompagne souvent les critiques de ceux qui en prônent l'emploi. Ainsi, mon laboratoire en plein air est considéré comme un jardin mal entretenu, tout simplement. Quant à protéger quelques mètres carrés d'orties, là, vous inquiétez sérieusement les inconditionnels du désherbant, et d'autres. Cette plante de la famille des urticacées est d'origine eurasienne et africaine. Elle est devenue cosmopolite et prolifère dans les milieux nitrophiles, autrement dit, riches en azote. Elle fut appréciée par nos aïeux pour ses propriétés anti-rhumatismales et diurétiques. Qui n'en garde pas un souvenir cuisant pour s'y être frotté par mégarde? Et pour cause, l'ortie est recouverte d'aiguilles dont l'extrémité est en silice. À la base, une ampoule contient le mélange urticant, composé d'acide formique, de sérotonine, d'histamine et d'acétylcholine. Fleurs femelles et fleurs mâles sont sur des pieds différents, ce qui lui a valu le nom d'ortie dioïque. Les fleurs femelles pendent, tandis que les fleurs mâles sont portées horizontalement. Elles explosent à la chaleur et disséminent le pollen. Mais l'intérêt de l'entomologiste pour cette plante est motivé par la diversité qu'elle y abrite. Nous y trouvons couramment la chenille du pont du jour, celle du gamma, sont présents également de nombreux prédateurs, comme les punaises, et cirfent au stade de larve et d'adulte. Et puis d'autres insectes parfois de passage, comme le mégachile. Puis il y a les troupeaux de pucerons qui s'alimentent de la sève de l'ortie, riche en vitamines. Ce sont les vaches à lait des fourmis. Celles-ci sont aux petits soins auprès des pucerons et les protègent. Pas vraiment par affection, mais plutôt par intérêt. Des ennemis, les pucerons en ont. Des acariens s'y accrochent et les ponctionnent.
Des petites guêpes y pondent leurs œufs. Des larves éclosent dans leur corps et les transforment en momies. La larve du cirfe et la chrysope les consomment sans modération. Mais leurs ennemis jurés, ce sont les coccinelles. Attention, pas toutes les coccinelles. Certaines sont végétariennes. Eh oui. Elles sont si variables dans leurs motifs que ce sont leurs larves qui permettent de les distinguer au premier coup d'œil. Devant cette pelote d'épines, nous sommes sûrs d'être en présence d'une future coccinelle mangeuse de feuilles. En revanche, celle-ci est la dévoreuse de pucerons qui se transformera en coccinelle à 7 points, dont le régime est identique. Rassasiée, notre larve ne tarde pas à se fixer, puis à s'immobiliser. Enfin, quand ce gêneur voudra bien aller voir ailleurs. Allons bon, il ne manquait plus que ça. On ne peut jamais être tranquille. À ses côtés, une autre larve arrive au stade où sa peau se fend pour libérer la chrysalide qui s'est formée en elle. Débarrassée de son enveloppe, la chrysalide se pigmente et devient une armure. Au terme d'une dizaine de jours, c'est au tour de l'insecte adulte de s'extraire. La sortie est un moment délicat. Déjà, notre coccinelle est vulnérable car incapable de fuir devant l'attaque d'un prédateur. Une forte chaleur peut nuire au glissement de ses élytres et la retenir prisonnière dans ses carcasses rigides. Elle doit se débarrasser au plus vite de ces fils qui sont les anciennes trachées, car en séchant, elles deviendraient des liens mortels. Elle doit attendre le durcissement de ses pattes pour se réfugier dans un lieu tranquille où elle pourra y prendre ses couleurs définitives. Fin prête, elle rejoint sa tribu, découvre les habitants sans gêne de l'ortie dans laquelle elle épuisera sa nourriture et s'y accouplera. Le hasard a voulu que cette femelle ponde sur une vitre. Il nous montre ainsi pourquoi que ses œufs ne tombent pas. Souhaitons-lui bonne chance. Souhaitons-lui bonne chance, car l'introduction volontaire d'une coccinelle dite asiatique, particulièrement prolifique, risque fort de bousculer notre espèce indigène.
Les adultes sont très variables en motifs rouge et noir, mais leurs larves sont reconnaissables, car elles ont un petit air de dragon. Ne trouvez-vous pas? Cette balade nous a montré qu'une petite partie des bestioles de notre jardinet. Bien d'autres insectes y vivent ou passent un moment de leur vie, comme le thyrsis et l'écaille chinée, coutumiers des endroits ombragés. La saisie du groseillier, la tipule, des insectes sont apparus en région parisienne grâce au transport routier et peut-être aussi au réchauffement climatique. Mais d'autres ont disparu ou sont devenus rares, comme le macaon et le flambé. Remontant d'une cinquantaine d'années. Mon jardin d'alors n'était qu'à une dizaine de kilomètres de celui d'aujourd'hui. Disciple de Jean-Henri Fabre, je consignais mes découvertes de la journée. Sans faire de ravages dans les rangs de mes bestioles, des prélèvements y furent réalisés et sont aujourd'hui de précieux témoins. Si les crayeusières du lys sont toujours là, un certain nombre d'insectes manquent à l'appel, comme le Zomus volum, abondant sur les orties à l'époque. Victime des insecticides, un coléoptère célèbre, par l'odeur qu'il émet lorsqu'il est inquiété, et qui lui a valu le surnom de vinaigrier, a disparu de nos jardins. Il s'agit, bien sûr, du carabe doré. En fait, ce sont les insectes ennemis de l'homme qui s'en sortent le mieux. Le moustique en est un exemple incontestable. Malgré les bouillons de minuit concoctés par les chimistes, il est toujours bien là, et pour longtemps.